Merci, cher Ali. Je remercie bien entendu l'AMCAR, les laboratoires Bayer, de nous réunir aujourd'hui pour parler de la gestion des anticoagulants en pleine période du Covid. Un des premiers messages essentiels que maintenant tout le monde connaît, c'est que le Covid-19 est associé à un surrisque de thrombose et d'embolie pulmonaire. Ces thromboses et embolies pulmonaires vont être à l'origine d'une surmortalité. Et on a eu un papier qui vient de sortir hier dans Circulation qui parle de la population de New York et de la surincidence des thromboses veineuses, en particulier thromboses veineuses distales et embolies pulmonaires. Et il a montré que le fait d'utiliser les anticoagulants diminue la morbie et mortalité cardiovasculaire. Comme chacun le sait, le SARS-CoV est une maladie infectieuse qui va entraîner une réponse inflammatoire démesurée. Cette réponse inflammatoire démesurée va entraîner une dysfonction endothéliale et va entraîner un certain nombre d'activations des mécanismes de thrombose à la faveur de l'activation des cytokines, de l'aura cytokinique, de l'infopénie et de l'augmentation des facteurs tissulaires. Cette augmentation du risque de thrombose va survenir sur des risques des malades à risque cardiovasculaire, les sujets qui sont âgés, les sujets en surpoids, les insuffisants respiratoires, les insuffisants rénaux, à la faveur aussi de fièvre, de diarrhée, de sepsis. Tous ces facteurs, on l'a compris, vont entraîner des anomalies de l'hémostase et ils vont entraîner des microtrombies pulmonaires, de la coagulopathie de consommation, une CIVD, des lésions myocardiques et une augmentation des biomarqueurs cardiaques. Et donc, on aura sur le plan biologique une augmentation des dimères, une diminution des plaquettes et sur le plan clinique, des thromboses veineuses, en particulier une fréquence accrue des thromboses veineuses distales, des infarctus du myocarde, des embolies pulmonaires et une coagulopathie de consommation. La SFAR, la Société française d'anesthésie, a publié, bien entendu, en fonction de cette augmentation des phénomènes de thrombose, un certain nombre de recommandations. Ces recommandations vis-à-vis des complications thrombotiques en cas d'infection par le COVID, donc par les COVID hospitalisés. Alors, nous avons 3 niveaux de risque. En jaune, vous avez le risque intermédiaire. En vert, vous avez, en bleu, le risque élevé et en violet, vous avez le risque trop élevé. Alors, si vous avez des patients qui n'ont pas d'oxygène ou qui ont une oxygénothérapie, à ce moment-là, avec un indice de masse corporelle moins de 30, on va donner comme prophylaxie de l'enoxaparine, une injection par jour en sous-cutanée 4000 unités. Si par contre, nous avons des patients qui ont une oxygénothérapie nasale à haut débit ou une ventilation artificielle, le risque va être élevé, surtout s'ils ont un indice de masse corporelle plus de 30. Et on va indiquer à ce moment-là de l'inoxaparine, soit 4000 unités chaque 12 heures, donc bicotidien, soit 6000 unités si le poids dépasse 120 kg. Dans les cas de risque très élevé, en particulier lorsqu'un syndrome inflammatoire trop élevé, par exemple une fibrinémie plus de 8, une hypercoagulabilité, des thromboses itératives de cathéter ou un traitement anticoagulant au long cours, à ce moment-là, on va passer aux héparines de bois pas moléculaire à dose curative, inoxaparine 100 unités par kilo chaque 12 heures, sans dépasser 10 000 unités, ou on va passer à l'héparine non fractionnée, 500 unités par kilo par 24 heures. Autre phénomène qu'on observe au cours du Covid, c'est l'augmentation des arythmies cardiaques. Ces arythmies cardiaques qui sont emboligènes, en particulier les passages en fibrillation auriculaire, sont expliqués par l'infection directe du virus, l'infection respiratoire, l'hypoxie qui est arythmogène, l'infection directe du cœur, que ce soit par le virus lui-même ou par les mécanismes inflammatoires, en particulier l'aura cytokinique qui va passer par l'interleukine 6. Et cette augmentation d'interleukine va augmenter la stimulation sympathique, va altérer les échanges ioniques cellulaires et peut prolonger l'espace cuté à la faveur d'un certain nombre de médicaments, en particulier les antiviraux et l'hydrochloroxyne. Et point de transition important, c'est que les antiviraux vont interférer avec les anticoagulants
par le passage donc, à travers le cytochrome P450. Donc, les thérapeutiques que nous utilisons, les anomalies immunologiques et l'infection virale vont augmenter le taux de tachyarrhythmie, et on l'a déjà signalé lors de nos présentations sur les atteintes cardiaques du Covid, les arythmies figurent en bonne place. Voici les recommandations européennes récentes quand on a un accident de fibrillation auriculaire en cas de Covid. À ce moment-là, il faudrait voir l'état hémodynamique. Si l'état hémodynamique est instable, il nous reste qu'un choc électrique externe rapide et bien entendu un maintien de rythme, par exemple par l'amiodarone. Mais attention, il faut checker le traitement antiviral. Et c'est bien sûr le SHATS-VASc qui est supérieur à 1, l'anticoagulation des patients. Si on a des patients qui sont stables hémodynamiquement, qui ont une fréquence cardiaque élevée avec une insuffisance respiratoire, on peut, si le contexte hémodynamique le permet, une stabilité hémodynamique, on peut ralentir le rythme par bêta-bloquant, par de l'amiodarone, par du diltiazem, et on pourra donc retrouver le rythme et on va se réapproprier le rythme une fois, bien sûr, le Covid est passé et la personne a récupéré. Et n'oubliez pas, bien sûr, l'anticoagulation en cas de SHATS-VASc plus de 1. Attention, vérifiez toujours la calémie qui peut être plus de 5, la supplémentation magnésique aussi. Il faut, en cas de période d'arythmie, diminuer les inotropes, dopamine, dobutamine et épinéphrine, faire une échographie cardiaque pour évaluer la fraction d'éjection, ce sont des choses importantes. Donc, comme je l'ai bien signalé, il faudra tenir compte du niveau d'anticoagulation et de l'indication de l'anticoagulation, et en particulier du risque SHATS-VASc. Donc, vous voyez que finalement, la personne qui est à risque cardiovasculaire paie un double prix, il y a une double peine. Il y a d'abord les facteurs de risque d'événements thromboemboliques par la personne elle-même, par la maladie cardiaque, l'âge avancé, l'insuffisance rénale, le diabète, l'obésité. Et en plus de ça, associer les facteurs de risque du Covid dont on a parlé. Donc, n'oubliez pas ce message extrêmement important. Ce qui risque de tuer les malades donc, avec Covid, ce sont les accidents thromboemboliques. Et ne pas oublier qu'en dehors du Covid, il y a toujours ces patients qui sont à risque de thrombose veineuse, d'embolie pulmonaire et de fibrillation auriculaire. Cette période que nous traversons est une période de grands défis, parce que nous avons des défis de capacité du système de santé. Par exemple, il peut y avoir des pénuries d'héparine, de vapeur moléculaire, qui sont peu susceptibles d'être résolues, parce qu'il y a des restrictions. Et vous savez que la Chine est le principal fournisseur majeur. L'anticoagulation est donc optimale. Aujourd'hui, nous avons des recommandations. Et ces recommandations il y a certaines recommandations qui orientent vers, chez les malades les plus graves, de switcher vers l'héparine et les héparines de vapeur moléculaire. Mais aussi se pose le problème des patients que nous suivons, qui sont sous antivitamine K pour fibrillation auriculaire, pour thrombose veineuse. Et à ce moment-là, se pose le problème de suivi de l'INR de ces patients, de la distanciation, de la sortie de ces patients, du fait d'aller vers le laboratoire, de contrôler régulièrement le INR, et ça peut poser un certain nombre de problèmes. Et parfois, il y a les recommandations qui sont britanniques montrent la possibilité de switcher ces patients, ce qu'il est difficile de suivre l'INR vers les nouveaux anticoagulants. Il ne faut pas oublier de protéger nos patients les plus vulnérables par une anticoagulation adéquate qui donne un bon équilibre efficacité, tolérance. Vous savez qu'il y a un double dosage qui est extrêmement important pour nous praticiens. Il faut réduire les accidents thromboemboliques et ne pas augmenter les risques hémorragiques. L'avantage aussi des nouveaux anticoagulants, c'est qu'on a un dosage oral fixe. Il faudrait aussi et surtout tenir compte des interactions alimentaires et médicamenteuses. Les interactions médicamenteuses sont extrêmement importantes dans l'optique d'utiliser, bien entendu, les nouveaux anticoagulants. Un début d'action rapide, une large fenêtre thérapeutique, et puis des thérapeutiques où on n'a pas besoin de monitorer de façon régulière et de façon astreignante les patients. Donc, nos patients ont besoin d'une protection contre la thrombose et des caractères souhaités pour l'anticoagulation. Alors,
vous savez tous, depuis qu'a commencé le Covid, les consultations à distance sont plus nombreuses. La télémédecine qui est en vogue, restez en contact avec vos patients. Il faudrait bien sûr penser à ce que pour les patients qui sont sous antivitamine K, qui ont un INR à contrôler, peut-être à ce qu'il y ait des unités mobiles qui vont se déplacer vers le patient ou rester en contact par téléphone ou par messagerie électronique. Alors, nous avons d'excellentes pratiques de gestion de l'anticoagulation qui a été éditée par la Société royale britannique et je vais vous partager avec vous. Et comme conseil des patients qui sont sous anticoagulants, restez chez eux 6 ans, des saignements mineurs, les petites coupures, les bleus, les épistaxis, ça peut être géré juste par téléphone ou à domicile. Donc, nous avons comme outil, comme possibilité de switcher un certain nombre de malades d'antivitamine K vers les NACO, mais ce switch doit être fait par le médecin, par le cardiologue, par le thérapeute, parce qu'il y a un certain nombre de mesures. Alors, ce switch peut se faire en cas de difficulté, bien sûr, des patients pour avoir des INR réguliers, en cas, bien sûr, des patients qui ont des thromboses veineuses, qui vont sortir de l'hôpital pour avoir une anticoagulation efficace et peu astreignante. Donc, vous savez qu'au Maroc, nous avons les 3 anticoagulants directs. Nous avons le dabigatran en anti-2A et le rivaroxaban et l'apixaban qui sont anti-10A. Alors, pour le rivaroxaban, nous avons une clairance rénale de 35%, contrairement au dabigatran qui est de 80%. La dose usuelle du rivaroxaban est de 20 mg. Alors, il faut faire attention quand la clearance de créatine est moins de 30 et il faut ajuster la dose quand le patient a une clearance de créatine de moins de 50. À ce moment-là, on va passer de 20 mg à 15 mg. Alors, le rivaroxaban donc diminue les événements thromboemboliques sans augmenter les risques hémorragiques. Et ça, on l'a vu à travers cette méta-analyse de RAF, qui est la base d'utilisation des NACO et les recommandations. Ils se sont basés beaucoup sur cette méta-analyse sur le Lancet. Vous voyez que les 3 anticoagulants que nous utilisons au Maroc, que ce soit le dabigatran, le rivaroxaban et l'apixaban, sont supérieurs dans les événements thromboemboliques et les accidents vasculaires cérébraux. Et en même temps, ils n'augmentent pas le risque hémorragique, puisque par exemple le rivaroxaban et le dabigatran ne sont pas inférieurs par rapport aux antivitamines K pour la prévention du risque hémorragique. Donc toujours bien sûr dans notre pratique, cet équilibre, éviter les risques ischémiques et bien sûr éviter le risque hémorragique et sans augmenter le risque hémorragique. Quand on va switcher, même dans notre pratique en dehors du Covid, nous sommes comme des commandants de bord, comme des pilotes. Nous devons checker un certain nombre de points. La première des questions, est-ce qu'il y a une indication à mettre un patient sous NACO, sous anticoagulants directs? Est-ce qu'il y a une indication? Il y a 2 indications, la prévention des accidents thromboemboliques et le traitement ou la prévention des accidents thromboemboliques veineux. Donc, 1, la fibrillation auriculaire non valvulaire, pour la prévention des accidents vasculaires cérébraux et systémiques. 2, pour le traitement et la prévention des thromboses veineuses. La première des choses, est-ce qu'il y a une non-indication? 4 circonstances où on ne doit pas donner de NACO. Ils ne sont pas validés. Les prothèses valvulaires mécaniques, le rétrécissement mitral qui est moyen ou serré, les anticorps antiphospholipides, la grossesse ou lactation. Ces cas-là, on ne doit pas donner d'anticoagulants directs. Deuxièmement, est-ce que le traitement est abordable? Bien sûr, quand on va switcher, est-ce que la personne pourra acheter le traitement qui est autour de 1000 dirhams par mois ou est-ce que le système de santé lui permet un remboursement? Troisièmement, regardez toujours la fonction rénale. Si je prends le rivaroxaban, si vous avez une clairance de créatinine moins de 50, vous allez passer à 20 mg. Si vous avez une clairance de créatinine moins de 15, ce n'est pas recommandé. Si vous avez une clairance de créatine entre 15 et 20, ce traitement doit être donné avec caution. 4e point important, regardez les interactions, en particulier en pleine période Covid, en particulier par rapport aux antiviraux et en particulier les médicaments qui vont passer par le cytochrome P450 et P-glycoprotéine. 5e point important, quelle est la bonne dose? Vous savez que quand vous ne donnez pas la bonne dose, vous ne protégez pas les patients.
Pour le rivaroxaban, 20 mg au milieu des repas. Et quand la clearance de créatine est moins de 50, 15 mg, ça c'est pour les fibrillations auriculaires. Quand il s'agit de thrombose veineuse, il y a un double schéma, soit un schéma thérapeutique, on donne 15 mg matin et soir pendant 3 semaines, puis 20 mg au milieu des repas, et à ce moment-là, pendant 6 mois. Et quand il s'agit du traitement au-delà, on peut donner 10 à 20 mg. Et puis, est-ce qu'il faut commencer le traitement anticoagulant après avoir arrêté la warfarine? Ça doit être fait par le cardiologue, par le médecin. Alors, dans le cas de l'apixaban, on commence l'apixaban lorsque l'INR est moins de 2. On commence le rivaroxaban lorsque l'INR est moins de 2,5. Et on commence le dabigatran lorsque l'INR est moins de 2. Donc, il faut toujours guider ce switch entre le syndrome ou entre les antivitamines K par rapport au NOAC avec l'INR. On arrête pendant 2 à 3 jours et quand l'INR moins de 2, c'est OK pour l'apixaban. Quand l'INR moins de 2,5, c'est OK pour démarrer le rivaroxaban et moins de points, on peut donner les dabigatran. Et puis, si on n'a pas l'INR, en général, on peut arrêter de 2 à 3 jours. À ce moment-là, on commence directement le NOAC. Et fait important, l'adhésion au traitement est une chose extrêmement importante. Si vous, par exemple, vous donnez un NOAC, un NACO en 2 doses, si la personne prend le traitement le matin à 8 heures et oublie le traitement le soir, à ce moment-là, il ne sera pas couvert le soir. Donc, la prise est importante et bien sûr, il faut donner la pleine dose parce que les demi-doses ne protègent pas les patients. Il faut tenir compte d'un certain nombre de facteurs, en particulier, par exemple, pour l'apixaban, si la personne a plus de 80 kg avec un indice de masse corporelle, avec un poids moins de 60, une clearance de créatine moins de 30, à ce moment-là, on diminue la dose de moitié, 2,5 x 2. Il y a pour le dabigatran, pour les personnes de plus de 80 ans ou les personnes de plus de 75 ans à haut risque, à ce moment-là, on donne du 110 x 2. Je rappelle, et c'est un message extrêmement important, les NACO, les NOAC sont contre-indiqués en cas de prothèse mécanique et en cas de rétrécissement mitral. Mais retenez bien qu'en cas de rétrécissement aortique, qu'en cas de bioprothèse, qu'en cas de TAVI, qu'en cas de cardiopathie hypertrophique, vous pouvez les utiliser et même dans les cas de fuite mitrale minime. J'aime beaucoup ce schéma qui va nous placer par rapport à la clearance de la créatinine. Et donc, vous voyez que ce qui est vert, c'est ce qui est toléré et qui soit être indiqué. Et bien sûr, quand c'est rouge, c'est contre-indiqué. Quand vous avez une clearance de créatinine moins de 15, où les patients sont en dialyse, tous les NACO sont contre-indiqués. Ça, c'est une contre-indication, que ce soit le dabigatran, le rivaroxaban ou l'apixaban. Par contre, lorsque vous avez moins de 30, entre 30 et 15, vous pouvez utiliser avec caution le rivaroxaban. Quand vous avez plus de 50, vous pouvez utiliser le rivaroxaban à l'âge de 20 mg au milieu des repas, le dabigatran 2 fois 150 et l'apixaban 2 fois 5. Lorsque vous avez moins de 50 de clearance de créatinine, le rivaroxaban, moins de 15. Et ça, c'est pour vous rappeler une chose importante, c'est les interactions médicamenteuses, en particulier avec les antifongiques et les antiviraux que nous allons utiliser. Le ritonavir, par exemple, a une interaction importante avec le rivaroxaban, et ce même ritonavir aussi a une interaction avec l'apixaban, en particulier aussi il y a d'autres médicaments comme la rifampicine, les carbamazepines, le phénobarbital, et donc il faut faire extrêmement attention. Et il faut savoir aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'en cas de clearance de créatine moins de 15, les NOAC sont contre-indiqués. Je rappelle que pour switcher les patients, apixaban et dabigatran lorsque l'INR moins de 2 et le rivaroxaban lorsque l'INR moins de 2,5 ou moins de 3. Lorsque vous avez un INR moins de 2, vous pouvez commencer le NACO le jour même. Lorsque vous avez un INR entre 2 et 2,5, le jour d'après. Et quand vous avez un INR entre 2,5 et 3, vous pouvez attendre 24-48 heures. Voilà le schéma simplifié, encore une fois, publié par les sociétés européennes. INR moins de 2, on peut démarrer le NOAC, l'anticoagulant direct. Entre 2 points et 2,5,
on peut démarrer le jour même ou le jour d'après. Et lorsque l'INR entre 2 et 3, 2, 5 et 3, il faut rechecker l'INR 1-2 jours. Il faut savoir que quand l'INR est plus de 3, il ne faut pas démarrer à ce moment-là l'anticoagulant. Il y a toute une checklist. Nous travaillons comme des commandants de bord. Il faudrait revoir la fonction rénale, la fonction hépatique, calculer la clairance de la créatinine, donner l'anticoagulant à la bonne dose. Attention, lorsque vous switchez vos patients, il faut donner un consentement écrit et il faut savoir qu'il y a un grand décalage entre ce que vous pensez, vous, dans vos pratiques et par rapport à la pratique du patient. Il faudrait insister parce qu'on peut avoir des surprises. On peut avoir des patients qui ne vont pas prendre la bonne dose, qui vont oublier des doses, qui vont mal switcher, qui vont avoir un risque de thrombose ou d'hémorragie. Et bien sûr, il faudrait mettre à profit les médecins généralistes s'ils sont impliqués, les pharmaciens, et bien sûr, donner, et ça c'est important, une carte d'anticoagulant. Il faut revoir la fonction rénale au bout de 6 mois si la clairance de créatine de départ est entre 30 et 60, et si la clairance de la créatine est entre 15 et 30, il faut revoir la clairance de la créatinine, donc moins de 3 mois. Et chose qui est extrêmement importante, vous savez que quand vous avez des prothèses valvulaires, vous ne pouvez pas donner de NACO. À ce moment-là, on donne de la varfarine et pour des cas bien précis, pour une courte période, on peut donner des héparines de bas moléculaires. Voici tout ce qui est checklist et que ça, il faut la donner aux patients pour les NACO. Là, donc, l'avantage des NACO par rapport aux antivitamines K, ne pas utiliser l'INR, la dose fixe, attention aux interactions alimentaires et médicamenteuses, à la prise d'alcool, il faut expliquer la dose, la durée de traitement, ça on l'oublie souvent. Il faudrait expliquer que par exemple, quand on oublie une dose, moins de 6 heures, on peut reprendre la dose pour l'apixaban ou le dabigatran. Au-delà de 6 heures, c'est pas la peine, on passe. Et pour le rivaroxaban, on a une limite de 12 heures. Au-delà de 12 heures, il faut passer à la dose suivante et ne pas cumuler les doses. L'importance de l'adhésion, l'importance d'éduquer les patients par rapport aux anti-inflammatoires, par rapport aux médicaments, les automédications, les informer par rapport au risque ischémique, par rapport au risque hémorragique. Les grossesses, c'est une contre-indication, le lieu du stockage du médicament. Et bien sûr, il faut encourager les patients. Donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre de règles qui sont importantes. Les NACO sont au centre d'interaction d'anticoagulants, d'anti-inflammatoires, d'anti-agrégants plaquettaires et du passage par le cytochrome P450. Et là, en pleine Covid, regardez bien, si vous utilisez par exemple des antiviraux, ça peut interférer. Et à ce moment-là, il faudrait soit les arrêter, soit passer aux héparines de vapeur moléculaire, aux héparines non fractionnées. Et par exemple, si quelqu'un prend de l'hydrochloroquine, on peut donner des NOAC, mais avec surveillance. Si quelqu'un prend de l'azithromycine, il faut arrêter le dabigatran si la clairance de la créatine est moins de 30. Pour le riponavir, il faudrait arrêter les nouveaux anticoagulants oraux. Le lopinavir, le ritonavir, le dabigatran peut être utilisé avec caution. Donc, vous voyez qu'il y a une véritable interaction. Il faut faire extrêmement attention par rapport à ça. Donc, voilà un schéma qui reproduit sur les recommandations européennes. NOAC, nouveaux anticoagulants. Il ne faut pas, si vous l'utilisez, il ne faudrait pas donner de l'apixaban et du rivaroxaban. Attention, bien sûr, aux interactions médicamenteuses, les traitements concomitants, les traitements systémiques avec les puissants inhibiteurs du cytochrome P450, on a parlé. Les contre-indications du rivaroxaban, l'hypersensibilité à la substance active, la grossesse, l'utilisation concomitante des anticoagulants, les hépatopathies, les saignements actifs, les lésions qui peuvent faire saigner. Et bien sûr, il faut être prêt parce que quand on donne des anticoagulants, il faudrait être prêt au risque de saignement. C'est l'épée de Damoclès, l'insuffisance rénale, les facteurs de risque hémorragique, certains médicaments, l'atteinte hépatique, peuvent augmenter le risque hémorragique. Et nous avons les antidotes. Alors, pour le rivaroxaban, nous n'avons pas encore l'antidote au Maroc. On utilise le PPSB, 50 unités par kilo qu'on peut répéter. Bientôt, on va avoir l'andexanet. Et quand le malade est sous rivaroxaban, plus de 7 heures, à ce moment-là, on donne 400 mg en bolus. Et moins de 7 heures, on donne 800 mg. C'est d'un médicament qui vient bientôt d'entrer.
Alors, juste avant de terminer, n'oubliez pas qu'on peut donner par voie nasogastrique le rivaroxaban, l'apixaban chez des malades qui ne peuvent pas déglutir. Donc, quel est mon message à la fin? C'est qu'aujourd'hui, nous avons des outils qui sont extrêmement importants, les nouveaux anticoagulants, et ces anticoagulants qu'il faudrait utiliser à bon escient dans le contexte du Covid. Attention aux risques de thrombose veineuse, aux embolies pulmonaires qui sont fréquents, qui sont mortels. Donc, surveillez bien vos patients qui sont sous antivitaminiques avec ZNR. Si vous les switchez, suivez un certain nombre de recommandations et puis faites attention aux interactions médicamenteuses pour pouvoir mettre vos nouveaux patients en sécurité et leur donner le maximum de chance. Je vous remercie. Merci, Ahmed, pour cette brillante présentation. Nous allons grouper les questions à la fin. Continuez à poser vos questions tout au long de la présentation, mais les réponses seront à la fin. On va passer la